Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau, et c'est le quatrième, il me semble, volet de notre cycle qu'on a appelé avec Colette Barbier à la Fondation Pagnon Ricard S'inspirer, respirer, qui est un lieu qui veut mettre en discussion, en scène, je ne sais pas comment dire, un peu la vie éditoriale du monde des idées à travers des rencontres avec des auteurs, des philosophes, des sociologues, des écrivains, pour un peu parler un peu de notre présent. Un présent compliqué, comme vous l'imaginez. La dernière fois qu'on s'était vu ici, on avait parlé des rêves à l'occasion de la publication du livre de Bernard Lahire. Donc c'était des rêves dans leur matière un peu intime, personnelle, comment ils étaient tissés par aussi des histoires personnelles. Aujourd'hui, on va peut-être déplacer le problème, entre guillemets, en parlant peut-être de ce qu'on appelait à un moment le rêve général. C'était un slogan, vous savez, qu'on entendait souvent dans les manifestations dans les années 2000, notamment au moment des manifs anti-CPE, où le rêve général était une sorte de slogan comme ça, qui était un peu l'idée portée par qu'il faudrait que le cauchemar s'arrête pour qu'on puisse à nouveau rêver. Aujourd'hui, on est un peu dans cette question-là, avec ce qui nous arrive depuis plus d'un an, avec le confinement, la crise du Covid. Et la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est précisément qu'est-ce qui nous arrive, comment penser ce moment présent, comment se retrouver dans cette expérience. On a tous le sentiment, je pense, les uns les autres, que nous vivons une sorte de basculement historique. On entend souvent cette expression, une bifurcation, un moment comme ça de rupture, sans avoir forcément toujours les mots précis pour la définir, la qualifier. Et donc c'est ce moment-là que j'aimerais interroger avec trois invités qui j'ai proposé de venir discuter aujourd'hui, qui sont trois auteurs avec des œuvres très fortes, singulières, qui peuvent paraître peut-être en apparence éloignées les unes des autres, et dont je pense qu'elles se recoupent beaucoup. En tout cas, elles partagent, je pense, beaucoup de traits communs. Je vous les présente rapidement avant d'introduire un peu la discussion. Marielle Massé, bonjour. Vous êtes spécialiste de théorie littéraire, vous avez un séminaire à l'école Éodite en sciences sociales, vous êtes attentive à la question de l'essai, du texte, et surtout aux liens, aux affinités qui peuvent exister entre la politique, la poésie, l'activisme, et vous vous intéressez beaucoup à la question du vivant, des animaux, des plantes, dans une sorte de filiation un peu avec une anthropologie un peu nouvelle, on pourra en parler peut-être tout à l'heure. Vous êtes attentive aussi beaucoup aux formes de vie fragilisées, je ne sais pas comment dire autrement. Votre dernier livre en date qui a beaucoup circulé, on en parle énormément dans plein de milieux, j'allais dire artistiques, de pensée, activistes, qui était un petit livre qui s'appelait Nos cabanes, qui était paru il y a moins de 2 ans, enfin il y a 2 ans à peu près aux éditions Verdier. Voilà. Vous avez écrit un texte récemment dans la revue AOC, il y a quelques semaines, intéressante, qui peut aussi nous intéresser pour nos discussions d'aujourd'hui. Un texte qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, un texte... Parole et pollution. Merci, Parole et pollution, tout à fait. Je rappelle aussi quelques livres importants que vous avez écrits aussi avant, parce que c'est aussi, il y a aussi une œuvre en construction depuis quand même un moment. Bon, le livre d'Avant nos cabanes s'appelait Sidérer, considérer, qui était un livre sur les migrants en France. Et puis, vous avez écrit aussi d'autres essais plus littéraires, mais très importants. Je pense à Façon de lire, manière d'être en 2011, Gallimard, et Style, critique des vies, formes de vie, paru en 2016. Voilà. Et je rappelle aussi que vous êtes assez impliqué dans des revues, notamment la revue Critique, à laquelle vous participez beaucoup, à la revue Poésie ou la revue Sabir. J'ai vu qu'il sortait un nouveau numéro là, ces jours-ci. À côté de vous, Romain Huette. Bonjour, pardon. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Rennes 2. Votre travail, disons, pour le dire un peu rapidement et en 2 mots, est plutôt axé sur ce que vous appelez une anthropologie des vaincus, qui est une expression que vous reprenez à Walter Benjamin. Vous travaillez beaucoup sur la lutte entre les souffrances et les luttes sociales, et vous avez une approche, disons, de type ethnographique, en général, dans vos travaux, qui ont été, j'allais dire, incarnés par 2 livres récents. Le premier qui était paru il y a 2 ans à peine au PUF, Le vertige de l'émeute, qui était une réflexion sur comment l'émeute s'éprouvait corporellement, comment le corps finalement vivait dans les luttes, qui est une expérience charnelle du politique. Voilà. Et puis donc là, vous venez de faire paraître il y a quelques semaines, donc c'est très récent, un nouveau livre qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle De si violente fatigue, les devenirs politiques de l'épuisement quotidien. C'est pareil également au PUF. Donc là, c'est un travail ethnographique sur la question de ce que vous appelez le sujet épuisé, fatigué, que vous avez mené depuis très longtemps. Hein. C'est un travail qui remonte à plus de 10 ans. On va en parler tout à l'heure. Vous avez suivi un travail d'une association de gens
que vous appelez Stop Suicide. Voilà, et on va essayer de réfléchir à la question justement de l'épuisement, qu'est-ce qu'elle dit aussi aujourd'hui de notre présent. Donc merci Romain d'être avec nous également. Et enfin, troisième invité, François Cusset, essayiste, philosophe, romancier, historien des idées, on ne sait même plus comment le qualifier, statutairement professeur de civilisation américaine à Nanterre, ça c'est votre statut officiel. Alors vous avez beaucoup travaillé sur le mouvement, sur l'histoire des idées, donc il y a des livres évidemment très importants qui aujourd'hui sont souvent cités comme des références importantes. Je pense à French Theory, 2003, La décennie, le grand cauchemar des années 80, ça s'est paru en 2006, Une histoire critique des années 90, c'est paru en 2014, La droitisation du monde en 2016, Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence, c'est en 2018, et le dernier livre, qui est paru également très récemment, il y a le mois dernier, s'appelle Génie du confinement. C'est paru au Lien qui libère dans une nouvelle collection qui s'appelle Trans, et qui est une réflexion assez étonnante, assez iconoclaste et littéraire sur la question du confinement. On verra ce que vous entendez par génie. Donc je disais que, pour introduire la conversation, qu'on a tous du mal à mettre des mots un peu précis sur ce qui nous arrive là depuis un an, et que justement on a du mal à donner voilà, qualifier ce moment d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté, comme on me dit souvent. François Cusset, vous le dites vous-même dans votre livre, qu'on n'est même pas obligé de choisir entre la nuit noire et le soleil de midi, et que finalement, aujourd'hui, comme vous le dites aussi, qui pense trop vite en un mot rate le secret du confinement. Donc on voit bien que c'est difficile de trouver des mots précis, d'ajuster comme ça une pensée extrêmement figée sur ce qui se passe, et que peut-être... précisément, on est dans une ambivalence de notre sentiment, chacun au sein de nous-mêmes, puisqu'on est à la fois un peu inquiet, fragilisé, anxieux, fatigué, épuisé, et en même temps, peut-être une hypothèse que met en scène François Cusset dans son livre, on est un peu en vie aussi. Et pour reprendre une expression que vous avez écrite dans le livre, que je trouve intéressante, c'est que l'interruption de ce monde nous a fait peur et du bien inséparablement. Donc c'est cette question de l'inséparable, je trouve, qu'on peut essayer d'interroger aujourd'hui pour essayer de comprendre cette expérience du monde des fêtes. Ça, c'est une expression que Romain emploie dans un de ses textes. Et on voit bien qu'on est tous précipités un peu dans ce moment-là, dans une situation, j'allais dire, d'incertitude radicale, d'inquiétude permanente, et en même temps de sentiment que, voilà, il se passe un truc, voilà, et que cette crise peut-être aussi peut former une occasion un peu nouvelle, inédite, permettre de réfléchir collectivement à ce à quoi on tient, ou à ce à quoi on ne tient plus d'ailleurs, et que c'est aussi un moment peut-être voilà, assez forte de réfléchir à ça, et que c'est au cœur de cette négativité que nous ressentons tous, de ce désastre, que se dessine peut-être l'idée d'une transformation radicale du monde, et peut-être d'autres manières d'inventer, d'habiter des mondes, comme le dit souvent Marielle. Voilà, donc c'est la question que j'avais envie de poser aujourd'hui pour cette discussion. C'est en fait, après cette traversée là, mélancolique, je ne sais pas comment le dire, ce deuil collectif qu'on vit tous depuis un an, de cette période d'enfermement, peut-être s'ouvre un chantier qui est précisément peut-être celui de résister à l'emballement anxiogène du monde, et peut-être d'ouvrir peut-être des horizons. Alors peut-être, avant de commencer la discussion entre nous trois et de voir un peu comment chacun, disons, pas se positionne, mais disons, ressent les choses et comment elle a envie d'exprimer ce moment-là, voilà, comment le penser. J'avais envie de demander de manière, j'allais dire, très simple, comment chacun d'entre vous vous sentez aujourd'hui, quelle serait votre humeur. Je disais tout à l'heure en introduction qu'on a tous des humeurs un peu contradictoires, qui s'annulent les unes les autres. Aujourd'hui, là, en avril 2021, comment vous vous sentez les uns et les autres? Marielle, peut-être, pour commencer? Non, est-ce que je ne vais pas être très positive? Moi, je suis triste. Il y a un chagrin aussi parce que je ne sais pas trop quoi éprouver, c'est-à-dire tout ce qui vient d'être dit est très juste, et en même temps, moi, la chose qui m'écorche l'oreille d'emblée, c'est l'idée que nous éprouverions quelque chose, alors que il me semble qu'il y a une divergence très très forte entre des expériences sociales et physiques très très fortes selon l'endroit, les conditions dans lesquelles on a vécu, par exemple, le premier confinement, selon les ordres d'inquiétude ou de concernement qu'on éprouve, selon les espérances sur lesquelles on peut tabler.
Donc c'est aussi un moment, il me semble, où l'expérience intime de la tristesse ou de l'inquiétude se branche plus ou moins bien au diapason de l'expérience collective. Et voilà, pour ma part, je ne sais même plus trop quoi éprouver. C'est une belle réponse. Romain, de votre côté? Moi, je suis impatient. J'en peux plus. Et donc, oui, je suis impatient. C'est de retrouver un tout petit peu plus de liberté, bien qu'elles sont fort discrètes depuis assez longtemps. Mais oui, impatience de retrouver le monde avec d'autres et d'en finir avec ces restrictions qui commencent à peser radicalement. Mais alors après, bon, moi, c'est vrai que je parle d'un point de vue situé très confortable. Je pense que quand on est enseignant à l'université, on n'est pas vraiment à plaindre déjà matériellement, et on est dans des conditions qui permettent d'être un peu plus patient que d'autres, quoi. Et par contre, je suis assez frappé et assez fasciné par la patience collective aujourd'hui dans notre pays, quoi. Et je me demande jusqu'à quand cette patience-là. En tant que sociologue, comment vous l'expliquez? Parce que pour le coup, ça, c'est une vraie question de sociologie. Non, mais c'est difficile parce que en fait on est en train de parler de quelque chose qu'on est en train de vivre, et en plus on le vit. Alors sur le coup, c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup, donc je trouve que c'est très dur de le penser, mais il est clair qu'on a une espèce d'impuissance radicale vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, et qu'on est en train de vivre une expérience historique, évidemment, qui seront dans nos livres d'histoire, sauf qu'il n'y a pas de héros, quoi. Il n'y a pas de modalité de résistance à part tenir le coup, quoi. Tenir malgré tout, quoi. Finalement, c'est un peu le geste ultime de résistance, et finalement ne pas complètement sombrer, quoi. Et parce qu'évidemment, en fait, les leviers aujourd'hui pour retrouver une certaine liberté, c'est compliqué quand on se bat contre un virus dans lequel, évidemment, nos connaissances ordinaires, en tout cas moi personnellement, j'ai pas grand-chose à en dire puisque je ne connais absolument rien d'un point de vue scientifique, etc. Et donc on est sans cesse un peu démunis, et on s'en remet évidemment à d'autres personnes qui ont peut-être ce savoir parfois un peu contradictoire, mais qui on s'en remet à ces instances-là, parce que faute d'être capable de nous approprier nous-mêmes ce qui est en train de se passer, quoi. François, comment vous sentez-vous? Déjà, individuellement bien, c'est plutôt c'est le reste qui va très mal. Enfin, non, je trouve très juste ce que disaient Marielle et Romain. Il y a un mélange effectivement d'incertitude. On ne sait plus quoi éprouver. C'est pas on ne sait pas, c'est on ne sait plus, effectivement, tellement on est sollicité pour éprouver, et tellement on est en même temps désensibilisé. D'inquiétude, moi c'est l'inquiétude qui domine. Enfin, inquiétude et étonnement. Enfin, le bouquin que j'ai écrit là-dessus est sorti c'est un travail sur l'étonnement, mais depuis qu'il est sorti, et chaque semaine qui passe, et chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, fait que c'est plutôt l'inquiétude qui l'emporte. Enfin, l'inquiétude pour tout le monde. Enfin, on sait que tout va s'aggravant à une vitesse juste folle, même au-delà de cette pandémie. On sait que la reprise sociale et économique dont tout le monde rêve sera extrêmement violente pour ceux qui ont déjà tout perdu. On sait que les injustices se sont aggravées. On sait que le capitalisme numérique a pris 20 ans d'avance en moins d'un an sur nos vies et sur la domestication de nos corps et de nos esprits. On sait que la suspension de liberté, qui quand même ne date pas du Covid, puisque voilà, on était passé d'état d'urgence terroriste en état d'urgence sociale, en état d'urgence je ne sais quoi, là il est sanitaire, mais enfin clairement il s'éternise, se pérennise, donc tout ça était juste terrible. Et je dirais que le pire de tout, c'est peut-être le fait que l'argument principal qui est là pour nous faire taire, pour faire qu'on n'en discute pas, qu'on résiste pas, et l'argument biopolitique de la vie à protéger à tout prix, hein. Donc il n'y a pas de discussion, on ne peut pas discuter. Vous voulez que les gens meurent, vous? Enfin, vous voyez, c'est à ce niveau-là d'intelligence. Or, qu'est-ce que c'est que le problème de la biopolitique? Si on le dit très très simplement, c'est de confondre la vie et la survie. Enfin, voilà, moi je ne sais pas si moi j'en avais pas, mais tous les amis qui avaient des parents ou des grands-parents en EHPAD pendant ces premiers confinements, les gens les plus calmes, les plus tranquilles, les plus doux, ils voulaient louer une voiture bélier pour rentrer de force dans ce putain de bâtiment où allait mourir une personne qui de toute façon n'en avait plus pour longtemps, et qu'ils auraient souhaité voir plutôt que de voir protégé abstraitement et médicalement par une puissance dictatoriale. Donc voilà, donc il y a tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut faire, le plus difficile, c'est de laisser un peu de place à l'étonnement, effectivement, qui n'est pas un heureux étonnement, mais qui est un étonnement. Un étonnement, ça fait bouger, ça fait taire, ça fait penser, ça fait aussi partager. Et je reste, moi, quand même, dans la foulée de la sidération de mars dernier. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout ça est juste stupéfiant, intégralement.
La chose qui me stupéfie le plus, je suis absolument d'accord avec Romain, c'est la docilité générale, qui est folle et qui est mondiale. Là, on ne parle pas de la France, qui est absolument mondiale. Au mois de mai, on était à 4 à 5 milliards d'humains confinés, avec le peu, alors évidemment, vous allez me dire qu'on ne sait pas tout, mais enfin, le peu de résistance, d'émeutes, de protestations. Donc tout est stupéfiant, et dans la stupéfaction, il y a un début de travail à faire pour réinventer autre chose, mais on va peut-être en parler. Alors justement, inventer autre chose, il y a une expression qui est très vite apparue, on en avait fait une discussion ici, dans le premier d'ailleurs du cycle de ce cycle de rencontres, c'était la fameuse expression « le monde d'après ». Est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'un an plus tard, cette expression évoque chez vous trois? Est-ce que vous avez le sentiment que, comme je disais tout à l'heure, on vit vraiment ce qu'on appelle une bifurcation historique, ou est-ce que c'est une expression qui vous paraît un peu vide de sens, un peu, disons, un peu stérile, qui produit rien, peut-être tout simplement parce qu'on ne peut pas le savoir vraiment au moment où on le dit, ou est-ce que vous avez quand même le sentiment que c'est un moment de rupture absolue, les uns les autres? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Disons que, évidemment, en fait, lors du premier confinement, il y avait peut-être déjà, c'était une expérience absolument inédite, sur le coup collective, même si encore une fois on le vivait pas exactement de la même manière. Et il y avait effectivement, c'était une occasion assez rare, même à titre complètement individuel, de se rencontrer soi-même, en tout cas d'être forcé à être dans une espèce dans un milieu un peu clos, un peu très très étroit, et on était bien obligé d'observer aussi à la fois ce qu'on ratait dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne très occupée, très affairée, et en même temps aussi de ce à quoi on tenait, ce qu'on avait envie de faire et qu'on ne pouvait plus faire, etc. Donc il y a eu comme une obligation à penser, en réalité, une obligation à se penser, et rapidement cette obligation est devenue collective. C'est là où elle devenait intéressante, parce que si on parle que des bifurcations existentielles des uns et des autres, bon, voilà, c'est un intérêt quand même assez limité. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est de voir, je ne sais pas s'il y a déjà des études qui sont faites sur les taux de reconversion professionnelle, ou en tout cas de véritable recommencement de on en parle un peu. Ouais, je vois deux, trois choses, et j'ai l'impression que c'est encore très très mineur, et collectivement il y a eu évidemment cet espoir-là, parce que peut-être aussi que pour la première fois, j'ai l'impression que cette crise-là a rendu assez lisible le système dans lequel on était placé, quoi. Et que finalement, au fond, ça fait quand même, on est dans une organisation sociale, matérielle, enfin, nommons une organisation capitalistique qui est là depuis de très très nombreuses années, et qui se présente comme un système extrêmement robuste, immuable, etc. Bref, ça fait longtemps qu'on parle de la cage d'acier, etc. Et là, soudainement, un simple virus vient interrompre, vient fragiliser, sinon même d'ailleurs ébranler. Et ce qui est porté à la connaissance de tous, c'est comment ça fonctionne. On a gagné, je trouve, une intelligence du monde dans lequel on est en train de vivre avec cette crise qui est très forte. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence-là? Parce que je crois que quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, il y a eu un espoir qui est un monde d'après qui ne sera pas exactement celui duquel on venait, quoi. Et puis rapidement aussi, on se rend compte qu'il est difficile pour nous de proposer d'autres mondes, consistants. Et que là, évidemment, là, je pense que le temps est tellement long aussi que la plupart des gens ne pensent pas tant au monde d'après qu'à essayer de retrouver un certain nombre de situations qui manquent aux uns et aux autres. Et qu'évidemment, on est toujours démunis. Enfin, c'est pas depuis la crise du Covid qu'il y a des mouvements sociaux qui traversent notre pays. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement extrêmement important, qui a eu des conséquences irréversibles et qui vont encore, qui ont produit quelque chose. Et cette expérience du Covid, me semble-t-il, va produire quelque chose. La question, c'est déjà quand est-ce que les gens vont se retrouver ensemble, et quand on va faire l'épreuve, évidemment, l'expérience très difficile du point de vue économique, en tout cas le retour à cette espèce de vie normale qui n'est pas une vie normale, mais ce retour à la vie normale, évidemment, sera très problématique. Et là, on peut s'attendre qu'il y ait des forces qui agitent un petit peu, qui troublent un petit peu notre retour. Mais est-ce qu'en tant qu'auteur, tous les trois, vous n'avez pas été sensibles malgré tout à la profusion des textes qui ont été écrits? Alors, je sais qu'il y avait des textes plus ou moins bons et dans toute cette période-là, mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, il y avait quand même énormément de choses qui se produisaient. Je me souviens même d'avoir entendu Philippe Descola, l'anthropologue, dire qu'il avait le sentiment qu'on était en train de vivre une révolution du monde de la pensée aussi importante que celle de la philosophie du 18e. Il en était là, ou la révolution du socialisme, je ne sais plus. Enfin, il avait plusieurs. Il lui semblait que, en tout cas, ce moment-là, dans ce que ça produisait comme effet dans le monde de la pensée, alors évidemment, lui beaucoup sur la question d'anthropologie, de Bruno Latour, toutes les réflexions autour du vivant, lui semblait quand même un moment hyper important. Vous étiez sensible à ça, ou est-ce que vous étiez déjà un petit peu plus, disons, détaché de peut-être un peu cette excitation, peut-être un peu, j'allais dire, un peu abstraite? François ou Marielle?
Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, échangées, il y a beaucoup de choses qui se sont écrites de la part de gens pour qui le premier confinement était un temps de vacances au sens initial, c'est-à-dire un temps relativement libre, occupable par la pensée et par l'écriture. Moi, je ne pense pas du tout que ça ait été un rendez-vous particulièrement brillant avec la tâche de la pensée et de la parole. On se le disait un petit peu auparavant. Je pense que ce n'est pas un moment facile quand on a pour profession d'être en rendez-vous permanent avec le sens, d'avoir un rendez-vous permanent avec la tâche ou la mission de qualifier le monde présent. Et il y a eu des paroles, je trouve, d'une grande hauteur de vue ou qualité morale. Moi, j'ai été très soulagée à entendre, par exemple, Didier Fassin parler assez rapidement du rétrécissement de nos sujets d'attention, d'attachement potentiel et de concernement. Soulagée aussi d'entendre très vite Patrick Boucheron parler de la jeunesse et dire très vite, dès le mois de mars, que la jeunesse payait un prix exorbitant, enfants compris, disait-il. Et puis soulagée, mais au sens où ça fait respirer un peu la pensée d'entendre Stéphane Audouin-Rousseau parler du rapport à la mort et du rapport au deuil. Mais tout moment est un grand moment potentiellement pour la pensée si on patiente aussi. Moi, en ce moment, la grande question, c'est qu'est-ce qui est à la hauteur de l'événement? Est-ce que ça vaut la peine de creuser tel ou tel sillon dans la pensée? Est-ce que c'est ça qui va aujourd'hui aider à retrouver quelque chose du monde commun? Et puis pour ce qui est de la question précédente sur le monde d'après, moi ce qui m'a frappé, c'était surtout les effets de continuité du monde d'avant. C'est un petit peu comme quand on s'interrogeait sur les trajectoires des intellectuels ou des écrivains pendant les guerres, et qu'on se rendait compte en fait que ce qui importait, c'était de voir perdurer certaines trajectoires. Et là, il y a des continuités d'inégalités. Moi, par exemple, j'ai éprouvé encore plus fort que d'habitude, si c'était possible, le privilège que c'est d'avoir un salaire pendant le premier confinement. Et en revanche, comme tout le monde, j'ai été, aussi brutalisée par... il y avait comme chacun de nous énonçait par ses gestes, par ses émotions, par ses pensées avec brutalité qu'est-ce qui comptait dans sa vie propre, qui comptait dans sa vie. On s'est rendu compte tout à coup que c'est d'un tel ou d'une telle que j'ai besoin d'avoir des nouvelles ou que je souhaite. Et il y avait comme ça parfois des reconfigurations affectives très très brusques qui nous disaient à nous-mêmes, et parfois ça nous surprenait, à quoi on tenait ou sur quoi on comptait. Donc monde d'avant, monde d'après, je sais pas. Enfin, jamais les vies ne sont entre parenthèses. Là, on traverse marécageusement nos propres émotions, nos propres désarrois de compréhension. Mais moi, c'est surtout le fait que, t'es pauvre, tu le seras encore plus. T'es riche, tu l'es déjà beaucoup plus. Enfin, il y a aussi des phénomènes de continuité, d'une brutalité d'accélération, extrême. même, on peut dire de sa manière. Ouais. François Cusset, là-dessus, sur justement ce monde d'après, j'ai le sentiment que ça vous fait un peu rigoler. C'est pas très drôle, mais non, mais déjà pour enchaîner sur ce que dit très justement Marielle, je crois que d'abord le rythme de la pensée, l'étonnement justement de la pensée, et pas celui de l'accélération de cette crise ou des médias. Donc du coup, je trouve qu'on a entendu peu de monde. Dans ce peu de monde,
pas mal de, enfin on va pas les nommer, mais enfin de gens qui, de manière un peu fat, un peu vaine et un peu narcissique, racontaient pseudo-littérairement leur confinement. Là, vous parlez des journaux de confinement. C'est encore... Non, mais pas seulement, Ouais. même du point de vue anecdotique, c'est-à-dire que c'est des intellectuels qui étaient sollicités pour raconter leur... Bon, et en revanche, ceux qu'on a entendus et dont la voix, tout à coup, dans cette espèce de désert, a porté, c'est évidemment ceux dont pour qui la question de la frontière nature-culture, de l'anthropocène, de ce basculement-là, c'est-à-dire et du fait qu'on ne peut pas considérer comme deux choses différentes par nature l'évolution de la vie biologique et l'évolution de la vie sociale, ceux-là ont tapé sur la table et ont dit finalement ça se passe plus vite que prévu. Bruno Latour, Philippe Descola, enfin ils étaient quelques-uns. Ceux-là on les a entendus parce que ceux-là ils avaient presque, d'ailleurs presque avec humour, un côté vous voyez, on vous l'avait dit. Bon. Pour le reste, moi j'ai trouvé ça assez pauvre, et heureusement, parce que c'était pas la question. Et effectivement, il y a tellement plus urgent que ce vieux réflexe de, pas plus français qu'autre chose, mais enfin on fait ça plus qu'ailleurs, de donner sens. Alors après, la question du monde d'après, moi c'est surtout, dans votre question, vous avez dit basculement. Là-dessus, moi j'ai là aussi, je pense comme vous, évolué en quelques mois. J'aurais dû comprendre dès le début, mais enfin on est toujours naïf. On avait l'impression effectivement que tout ça basculait, que ce qu'on éprouvait, ce qu'on pensait, ce qui arrivait aux gens, ce qui s'accélérait, enfin, que tout était absolument radicalement neuf. Et puis on a vite compris, à entendre les politiques, à entendre les quelques idéologues, qu'on nous ferait le chantage au basculement, le chantage à la transition, qu'en fait c'est la même chose qui nous arrive depuis 30-40 ans et qui en fait prend une dimension inédite, mais absolument dans la même logique avec cette pandémie. C'est voilà, Naomi Klein a parlé de thérapie du choc, je sais pas, c'est un peu trop galvaudé, on stratégie du choc. Ouais. Stratégie du choc, mais peu importe, c'est pas ça, c'est évidemment le fait que changement ou basculement, s'il a lieu, il vous sera imposé, il imposera de vous une adaptation à la nouvelle donne, laquelle est encore plus mystérieuse et absolutisée que Dieu lui-même, puisqu'elle vient d'en haut. Donc avant, c'était le fatalisme idéologique néolibéral, ou la fin de l'histoire, ou je ne sais quoi. On a trouvé mieux. Le virus, c'est mieux, parce qu'effectivement, c'est objectivement incontrôlable, au contraire d'une décision politique. Voilà, donc à ce titre-là, on nous explique que le monde ne sera plus jamais le même et qu'il va falloir tout se serrer la ceinture, accepter l'inacceptable. Je ne sais pas, moi, nous qui enseignons, donner désormais nos cours sur écran jusqu'à la fin de nos jours. Enfin, tout est possible, tout est ouvert, puisque des groupes de pression et de pouvoir vont utiliser cette tragédie pour imposer le chantage au basculement, qui est un peu le même chantage qu'on nous fait depuis 30-40 ans. Donc, basculement, attention. Moi, c'est juste ça que je dis. C'est-à-dire que, après, il est sûr que revenir au monde d'avant va pas être facile, ni peut-être même souhaitable, mais ça dépend pour qui. C'est-à-dire, si le monde d'avant, effectivement, c'est les souffrances sociales, il faudrait les éviter, mais si le monde d'avant, c'est la possibilité qu'on se retrouve enfin dans les rues pour manifester sans que ce soit interdit ni réprimé, alors oui, enfin voilà. Donc, mais en tout cas, basculement, attention au chantage. Ouais. Alors, je reste avec vous, François. Vous parlez de génie du confinement, donc c'est le titre de votre dernier livre. Peut-être que c'est important, peut-être de clarifier un peu le choix de ce titre lui-même. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un livre assez original, puisque c'est un texte en fait constitué de 9 textes très différents, qui sont des variations, qui sont 9 genres différents, puisque c'est vraiment pas du tout un essai qui essaye de théoriser ou de donner des leçons sur ce qu'on dit, ce vers quoi j'essaie de vous tourner aujourd'hui, je le sais bien, mais donc je reviens à votre texte initial. Qu'est-ce que vous avez essayé comme exercice? Quelle était un peu l'intention de ce texte, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le lire? Expliquez-nous. C'est 9 petits exercices d'écriture sur... à partir de l'étonnement de mars dernier, donc la seule chose qui justifie ce livre, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, c'est la différence radicale entre le premier confinement et les confinements suivants, sans doute tous les confinements jusqu'à la fin des temps, puisqu'on a l'air de rentrer dans un siècle de confinements successifs. Le premier, c'est comme en amour, c'est-à-dire que le premier nous a mis dans un état de stupéfaction, il y avait quelque chose d'absolument inédit, et donc avant même, alors oui, il y a ceux pour qui très objectivement, quand on est à 15 dans 30 mètres carrés, la situation est invivable, donc cet étonnement n'a pas même le temps de se faire jour. Mais pour la majorité des gens,
il y avait une sorte d'indécision dans l'humeur. On ne savait pas vers où on allait. Qu'allait devenir cette humeur qui est finalement devenue une humeur dramatique, maussade, dépressive. Mais il y a eu, donc de ce moment-là et des sensations des uns et des autres à ce moment-là, j'ai tiré des petits exercices d'écriture pour en voir les différents aspects en fait. Donc voilà, ces différents genres. Il y a un conte pour enfants pour expliquer que la solution, les enfants l'ont et nous ne l'avons pas, qui consisterait à tout arrêter. Donc le seul moyen de tout arrêter qu'on ait trouvé, c'est ce virus. Mais enfin, des enfants à qui on raconterait, des enfants de l'espace, le monde dans lequel on vit, diraient mais calmez-vous, asseyez-vous, vous allez trouver une solution, ça a l'air délirant votre truc. Enfin, bon. Donc voilà, un conte pour enfants, un traité de métaphysique tout à fait amateur et mal foutu, mais sur cette très vieille tradition de l'absence de monde, l'acosmisme. Qu'est-ce que c'est que vivre sans... un concept que vous développez beaucoup dans le livre. En fait, parce que c'est ce qui nous est arrivé. On n'a plus eu de monde. De monde, c'est-à-dire d'endroits où il y a du lien social, une épaisseur du collectif, de l'anonyme. Enfin, voilà, on un espace commun, comme disait Hannah Arendt. Voilà, un espace commun. Donc c'est une très vieille tradition. C'est, selon Arendt, une tradition qu'ont mis au point politiquement et socialement les Juifs, justement parce qu'on leur refusait un monde quand ils étaient vraiment parias pendant toute l'histoire ancienne et moderne. Donc voilà, donc il y a ça. Il y a qu'est-ce que c'est que se retrouver chez nous. Chez nous, aucun d'entre nous n'a... personne n'a vraiment envie de se retrouver chez soi, sauf si on veut se mettre à l'abri des bombes ou de dangereux harceleurs. Mais sinon, pour le reste, on est content de le quitter, de retrouver les gens, de travailler dehors, d'aller manifester ou d'aller faire du sport. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment de retour chez soi forcé ? Là, c'est plutôt du naturalisme, un peu sous-balsacien. Enfin, voilà, c'est des exercices d'écriture sur... Et puis, je tiens beaucoup parce que ça m'a amusé de le faire. Et alors là, c'est justement ça se rapporte à votre question sur toutes ces réactions d'intellectuels ou de pas intellectuels au début du confinement. Je me suis amusé à faire une pièce de théâtre pour moquer les amoureux de la fin du monde, hein, les collapsologues nombreux, les spécialistes de l'apocalypse, qui en fait recouvrent une bonne partie de nos professions, il me semble, parce que beaucoup justement font profession d'une... Enfin, il y a un discours à demi prophétique, à demi objectif ou objectiviste sur le fait que tout est fini. Donc là, ils se retrouvent tous les 6 confinés dans un phare breton, ces 6 spécialistes de l'apocalypse, et ils se réjouissent de la fin du monde, et ils vont le prouver en interrogeant une confinée standard, moyenne. Hein. Ils ont une interview prévue sur écran, avec qui ils vont pouvoir valider cette idée de la fin du monde. C'est la fin de votre monde, n'est-ce pas ? Et elle leur dit non, pas du tout, j'essaie de me débrouiller, je bricole, il y a des trucs pratiques, il y a des trucs mieux, il y a des trucs pas bien, il y a du sexe en ligne, mais ça manque un petit peu de contact. Bon. Elle est beaucoup plus empirique et concrète que eux, et donc on comprend que c'est pas la fin du monde, mais le début d'un monde. Justement, pour revenir sur cette question-là de l'acosmisme, vous dites quand même que vous faites référence à la fameuse phrase de Sartre, très connue, qui disait que jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Et vous essayez de tirer un peu, de mettre en discussion cette phrase pour essayer de l'éclairer. Et en gros, si je vous ai bien compris, c'est que finalement, cet acosmisme dont vous parlez pourrait être un peu justement précisément le début d'un nouveau monde, enfin en tout cas le début d'un désir d'un nouveau monde, quelque chose comme une sorte de libération. Expliquez-nous qu'est-ce que vous voulez dire par là, ce désir de monde que le confinement paradoxalement aurait pu produire. Oui, enfin, c'est un peu dérisoire de parler de désir de monde, évidemment, quand le monde qui est supprimé, c'est d'abord le monde social qui fait que les solitaires ne meurent pas de solitude, le monde économique et matériel qui fait que les pauvres ne meurent pas du dénuement matériel, etc. Donc, c'est plutôt le fait que... Enfin, c'est un peu la logique que Romain disait sur ce qu'on a vu, les vérités qu'on a vu se révéler sur notre système social, économique, historique, à l'occasion de ce confinement. Quelque chose qui s'arrête, qui est suspendu, qui est retiré à notre vue, se montre alors dans sa vérité. C'est une sorte d'évidence philosophique, mais c'est-à-dire la chose qui était sous notre nez ne se voyait pas. Donc une grande partie de la crise écologique, qui est bien plus qu'une crise historique, on la savait, on voyait qu'il y avait moins d'abeilles ou qu'il faisait très chaud dès le mois d'avril, mais pour autant on ne la voyait pas comme on l'a vu là quand des animaux et des oiseaux se sont réappropriés les centres-villes, quand il n'y a plus d'avions ni de voitures, etc. De la même manière, on savait qu'il était inutile de surconsommer et que le capitalisme jouait sur nos désirs pour nous arnaquer, puisqu'à la fin on est contre, mais en fait c'est nous qui y participons, etc. On savait tout ça. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on pouvait vivre sans aller au restaurant ni dans les commerces non essentiels, même si ça a été pénible par ailleurs. Voilà. Donc c'est plutôt l'acosmisme, c'est plutôt cette suspension du monde qui vaut révélation d'une série de vérités. Donc effectivement, je crois je suis absolument d'accord. On a vu et appris plus de choses en peu de temps que dans les dernières décennies.
Le grand problème étant qu'on risque de ne rien pouvoir en faire de ce savoir ou de cette lucidité. Parce que finalement, la lucidité, on l'a par paquet. Enfin, on est dans un monde surintelligent et surimpuissant. Donc, je ne sais pas si on en fera. Romain, dans votre livre, Non, pardon. Non, je disais de ce savoir ou de ce changement de désir, parce que s'il y a quelque chose de bien qui est advenu à la fois publiquement et intimement, c'est peut-être un drainage des désirs vers d'autres abondances. Pour nous qui, en général, avons des vies quotidiennes à la fois très confortables et en même temps très segmentées entre des tâches intellectuelles qu'on peine parfois à accomplir parce qu'elles sont désormais très formatées, s'ajoutent les unes aux autres et on a éprouvé un désir de changer de rythme et de conquérir plus de temps. Le manque absolu des liens a fait éprouver, je pense, avec beaucoup d'évidence que c'est d'une abondance de liens qu'on a besoin. Et je pense qu'il y a eu une vraie redéclaration des désirs de façon très... Enfin, le corps sait ce dont il a besoin, le corps sait ce qu'il veut, le corps sait s'il est libre. Et là, on savait, je crois, très clairement ce qui pouvait nous donner de la joie ou qui aurait pu nous... Enfin, ce qui pouvait nous manquer de toute évidence. Et peut-être que là, il y a une chose, je ne sais pas s'il faut la dire positive ou en tout cas, mais féconde, c'est peut-être l'évidence d'une transformation de désir. Juste une petite chose là-dessus, c'est que absolument, et en même temps, il faut aller jusqu'à prendre le risque de, d'admettre la zone de soulagement, la dimension de soulagement qu'on a éprouvé ou qu'on peut éprouver à l'occasion de cette suspension du monde ou à l'occasion de l'absence des autres. Parce que finalement, l'absence des autres est d'abord un manque physique, mais elle est aussi la suspension d'un regard, de tout un système qui fait que la sociologie existe d'ailleurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On ne cesse d'obéir à des normes et à des regards intériorisés, à des injonctions. Beaucoup de ces normes et de ces regards ont été suspendus, pas tous évidemment, puisqu'en fait ça n'existe pas un monde sans autres. Ils étaient là derrière l'écran, ils étaient là derrière la porte, mais voilà, il y a un risque, effectivement, un risque pour la pensée et pour les sentiments, à aller explorer le type de soulagement ressenti par beaucoup de monde lorsque les autres ont disparu. Moi, je trouve cette question intéressante, quoi. Romain, justement, vous avez écrit un texte récemment, justement, sur cette question-là, qui s'appelle l'expérience du confinement, une expérience de l'effondrement du monde. C'est un texte récent, qui suit la publication de votre livre. Et je vous cite juste, parce que pour rebondir sur ce que Marielle Massé nous disait à l'instant, vous terminez votre texte en disant que cette crise aura néanmoins suscité une occasion inédite, permettre à la société de se réfléchir dans ce qui lui manque. En ces sombres temps, nous avons bien frêle allure. L'humanité éprouve de façon inédite sa précarité. C'est aussi au cœur de cette négativité, du désastre, que se dessine impatiemment l'urgence d'une transformation de l'actuel. Donc, en quoi finalement cette expérience-là résonne finalement sur vos grands travaux? On va revenir un peu sur votre travail ethnographique, sur la question des fatigués, des épuisés. Mais en quoi vous êtes finalement en accord avec Marielle là-dessus, par exemple? Alors, ce texte-là, en fait, il a été écrit pendant le premier confinement. Oui. Et donc, évidemment, si je le relisais, je pense que je reviendrais sur un certain nombre peut-être de choses. Mais simplement, pour revenir un peu sur le débat qui est en train de s'organiser sur la question du monde d'après. Alors, évidemment, c'est très compliqué, à moins de se transformer en prophète. Je crois et que personne d'entre nous n'est. Mais il y a simplement, en fait, peut-être des attentes que l'on peut avoir, en tout cas parfois des espérances ou parfois peut-être des tendances qu'on arrive à repérer. Et moi, ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est que ce qui est certain, c'est que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu une véritable expérience politique collective, une véritable expérience collective et pas seulement d'ailleurs nationale, par ailleurs, quoi. Ça, c'est la première chose. Et on est à peu près d'accord, j'ai l'impression, pour dire qu'il y a une espèce de clarification, de mise en lisibilité du monde dans lequel on est en train de vivre. Ça aussi, c'est quand même inédit. Et toutes les tentatives de basculement qu'il y aura, c'est-à-dire de réadaptation, ou en tout cas d'adaptation au retard, ou en tout cas pour rattraper tout ce qu'on a perdu pendant ces mois, il y aura aussi autant de résistance qu'il y aura de tentatives de réadaptation. Et c'est ça, moi, que
J'attends, ou en tout cas, j'essaie de regarder, d'observer comment, en fait, finalement, j'ai une impression comme ça, très superficielle probablement, mais l'impression que beaucoup de gens regardent aujourd'hui le monde avec beaucoup d'ironie. Rapidement, quand on dit des mots turbulence, quand on dit des mots d'effondrement, etc., tout le monde acquiesce assez facilement, quoi, comme si finalement cette saturation, elle était collectivement partagée, quoi. Il me semble que, évidemment, que si c'est évidemment un sentiment commun, il est fort probable que les résistances se fassent assez obstinées. Ça, c'était voilà, un des points qui me paraît important. Et puis alors, là, sur la question moi, le livre, je l'ai terminé justement aussi à la fin du premier confinement, ce qui sur le coup m'avait donné un temps d'écriture, temps qui était généralement pas très évident à conquérir le reste de la vie. Mais un travail que vous aviez commencé il y a longtemps, en 2008, donc oui, c'est un travail effectivement long et avec cette idée qu'on a à observer et à écouter, en tout cas à recueillir la parole de l'épuisé, pas pour la consoler, pas forcément pour essayer de lui donner de l'entrain, cette parole fatiguée, parce qu'on est souvent très très démunis quand quelqu'un explique sa lassitude morale. Bien souvent, la seule réponse que l'on peut avoir, c'est d'acquiescer, quoi, ou en tout cas de se taire, en fait, de laisser la parole. Je précise juste, parce qu'on ne l'a pas dit, que vous avez travaillé dans une association de prévention du suicide et vous étiez bénévole dans cette association, donc vous avez parlé longtemps auprès de ces gens un peu, comme vous appelez, épuisés, des grands dépressifs. Exactement, quoi. Et donc voilà, de cette expérience-là, qui était au départ une expérience tout à fait individuelle et pas du tout liée à un quelconque objectif intellectuel ou de recherche, est devenu cela parce que tout simplement j'étais fasciné par ces paroles qui, me semble-t-il, sont des puissances souterraines, quoi, qui creusent évidemment qui mettent en crise en fait les normes du commun, quoi, la façon dont on s'est habitué à vivre. Et elles sont déjà actives, ces puissances, elles sont déjà en acte, ces puissances, c'est-à-dire que de façon très concrète, quand on parle avec quelqu'un qui est en proie à une très grande fatigue, on arrive à comprendre d'ailleurs ce qui produit la fatigue, et on a là aussi encore une fois une certaine intelligence de contextes qui sont brutaux, quoi, et qui dévastent des vies, quoi. Et c'est en cela que moi cette parole-là m'intéresse, parce que elle fait force de différenciation, elle est une puissance d'altération, elle nous somme de remettre en cause en tout cas les normes auxquelles on s'est peut-être habitué, on s'est attaché, ou alors parfois des normes avec lesquelles on s'accommode, mais sans les désirer véritablement. Et donc voilà, il y a cette idée un peu que le sujet fatigué, c'est un sujet qui est en capacité de mettre en crise le monde. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tendance justement à aménager des espaces dans les marges de la société pour localiser cette parole-là qui met évidemment en crise notre présent. Et ces associations de prévention du suicide en sont un parfait exemple, au sens où à la fois elles sont évidemment absolument nécessaires, indispensables, etc. Il est important qu'il y ait des lieux où la parole puisse être produite, accueillie, etc. Mais je suis assez fasciné par le fait qu'on ne discute jamais de ce qui se dit dans ces espaces. Il ne s'agit pas de dire dans cette vie singulière, voilà ce qui s'est passé. Il s'agit de parler de ce que on entend chaque année, enfin ce que ces associations-là entendent chaque année. Et c'est des milliers et des milliers de personnages ordinaires qui viennent raconter leurs difficultés à exister, quoi. La seule façon de faire un compte-rendu de ce qui s'est raconté, c'est par quelques vagues statistiques pour dire que globalement, les gens parlent du travail, les gens parlent de relations sentimentales, etc. Je pense que voilà, il faut qu'on prenne un peu plus au sérieux ces paroles-là, parce que le sujet fatigué, il est aussi un sujet, un orage prêt à éclater, moi ce que j'essaie de dire aussi, quoi. C'est quelqu'un qui... Mais ce qui est très beau dans votre livre, c'est précisément que vous vous attachez à cette souffrance ordinaire, vous la décrivez très bien, vous parlez de vie asséchée, de vie où il n'y a plus de résonance, vous reprenez l'expression à Hartmut Rosa, mais sans résonance. Mais ça doit être un peu troublant pour vous de sortir ce livre-là, qui est un travail que vous avez mené pendant 10 ans, au moment où précisément... cette question de la fatigue, j'allais dire, s'impose à chacun d'entre nous. Comment vous avez finalement vécu ce télescopage entre votre travail personnel et c'est une réalité qui aujourd'hui est collective? Ouais, c'est un peu étrange effectivement, mais je me souviens que j'ai lassé beaucoup de mon entourage pendant des années en disant que l'épuisement en réalité est assez général, ouais. et en tout cas il ne risque que de grandir, tellement on voit en fait comment la dimension qualitative de nos vies est attaquée dans tout ce qu'on fait. Enfin, je sais pas, notre boulot de prof par exemple est devenu un boulot assez inintéressant maintenant. Enfin, en tout cas, de façon générale assez peu intéressant parce qu'il est colonisé par plein d'exigences
exigences bureaucratiques tout aussi stupides les unes que les autres, parce que de façon générale, on a aussi justement à discuter avec des étudiants effectivement, qui sont angoissés vis-à-vis de leur avenir. Alors imaginez aujourd'hui, je pense aux étudiants qui sont en master aujourd'hui, c'est violent quoi, ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, dans l'interaction, ça se ressent. Bon, c'est un exemple, évidemment, c'est l'exemple qui est situé depuis ma propre expérience, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était assez, une ambiance assez générale. Alors évidemment, c'est aussi l'inspiration de pas mal de lectures. J'avais lu, je me rappelle, un très très beau texte de Gilles Deleuze, L'épuisé, justement, et ça avait été aussi un déclic sur comment le saisir, cet épuisé-là. Et là, bon, après, je me dis que... après, oui, bien sûr que l'expérience collective de la fatigue, je n'attendais pas qu'il y ait quelque chose d'aussi radical. Et c'est peut-être ce qui fait que ce livre-là, peut-être, avant l'expérience du Covid, aurait été absolument, totalement inaperçu. Je ne sais pas qu'il est très visible aujourd'hui. C'est une question qu'on peut se poser. Vous avez une très belle expression, je trouve, pour définir ce que vous appelez l'épuisé. Vous dites que c'est le murmure du monde des faits. Et je trouve que cette définition résonne très, très fortement aujourd'hui, précisément. Marielle, vous vouliez je parler. trouve ça très très précieux d'entendre parler de la fatigue comme d'une épreuve collective en fait, parce que il y a plein de métiers où on a l'impression que c'est une maladie institutionnelle, la fatigue, les métiers de l'enseignement, les métiers du soin, les métiers de l'écoute, et c'est comme si les gens s'épuisaient à convenir aux attentes d'un monde malade. Et donc, on leur dit qu'ils sont malades, mais ils sont ceux qui leur souffrance ou leur maladie formulent très bien la maladie du monde. Moi, ça me fait penser à... Il y a beaucoup de témoignages d'écrivains ou de collectifs japonais décrivant leur manière de vivre avec la radioactivité après Fukushima, où on perçoit que c'est les gens qui ont peur, en fait, qui sont... dont la peur est le diagnostic le plus réel et le plus... Et le plus politisable en fait sur le monde dans lequel ils sont. C'est depuis leur peur qu'ils disent que la catastrophe n'est pas achevée. C'est depuis leur peur de manger, de boire, depuis leur phobie de la radioactivité, qu'ils déclarent que voilà, c'est pas l'expression d'une folie ou d'une souffrance intime, c'est l'expression du lien pourri entre des psychés et un monde qui les abîme. Et je sais pas si vous seriez d'accord avec ça, mais il y a un épuisement, pour nos institutions. Moi j'ai ce sentiment-là. Nos institutions d'enseignement ou de recherche, elles fonctionnent sur l'épuisement de leurs troupes, un à un. Alors, tu vas quand même bien pouvoir faire, et tu vas quand même bien encore dans les. On parlait des tâches administratives ou des tâches de direction. Souvent, d'ailleurs, ça tombe sur les femmes maintenant. Et le collectif épuise un à un, comme un enfant terrible, épuiserait un à un les adultes auxquels il aurait affaire. Le collectif épuise un à un ses membres et compte sur leur engagement, sur leur vocation, comme on dit. Et peut-être la comparaison avec les métiers du soin elle peut être juste de ce point de vue. Non, mais ça me paraît capital, sans jeu de mots, cette question de l'épuisement. Et effectivement, hélas, pas encore lu le livre de Romain, très, très envie de le lire. Il me semble, alors même qu'il tombe effectivement hors sujet par rapport à cette pandémie, que rien n'est plus lié à ce qui nous arrive que cette question de l'épuisement, et qu'on l'aborde comme un phénomène collectif est essentiel, puisque l'une des grandes stratégies des pouvoirs en place, c'est de tout individualiser, de tout psychologiser. Vous êtes fatigué, on a des solutions, on a des médicaments. À la limite même, la psychanalyse, dans ses versions les plus tranquilles ou tranquillisantes, individualise aussi, refuse de faire ces ponts avec le collectif. Donc le fait que le monde soit malade, on n'en parle pas si vous êtes malade. Le fait que le monde soit épuisé, on n'en parlera pas, c'est vous qui êtes épuisé. Donc oui, il y a un lien. D'ailleurs, c'est très simple. Je crois que ça marche d'ailleurs en anglais, l'allemand, je ne sais pas, mais en français,
ce mot épuisement, il dit les trois pôles importants, il me semble, de la crise dans laquelle on est. Il y a l'épuisement écologique, l'épuisement des ressources, l'épuisement qui fait que le monde ne peut pas continuer comme il a. Voilà. Il y a l'épuisement, la fatigue psychique et physique des travailleurs. Et puis il y a un truc plus psychanalytique qui est l'épuisement du désir par saturation. Vous avez tellement de choses devant vous que vous désirez plus rien. Donc c'est qui est exactement, enfin les psychanalystes ils emploient le mot épuisement. Donc on peut pas faire mieux. Le triangle de l'épuisement, il n'y a pas plus. Ça fait juste. Juste pour, je suis complètement d'accord. Enfin, dans le livre, il y a un chapitre sur ce qu'on appelle la gouvernementalité par l'écoute, qui est coécrit avec Léopoldine Manac. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ces associations-là, par exemple, mais bien sûr dans beaucoup d'autres lieux d'écoute, où la façon dont on a tendance à traiter la détresse, c'est quasi systématiquement de façon évidemment psychologique, avec d'ailleurs l'utilisation d'une psychologie de façon très très rudimentaire. C'est-à-dire que c'est même pas d'ailleurs de contester l'intérêt de la psychologie pour prendre en charge la question de la souffrance. C'est même la façon dont c'est redéployé, c'est assez caricatural et c'est enfermant en fait. C'est empêcher la personne de devenir autre, parce qu'on la ramène toujours à elle-même, à sa propre biographie, à ses propres affects, ses propres sentiments, sans jamais la ramener au monde dans lequel elle est en train de vivre. Et d'ailleurs, sans jamais finalement arriver individuellement à pouvoir penser que ce que je suis en train de vivre, c'est pas une expérience si singulière que cela en fait. En réalité, là ce qu'on est en train de raconter par exemple sur l'enseignement, oui évidemment à l'hôpital, on va voir le personnel soignant, quand ils vous expliquent qu'ils ont choisi ce métier, c'est généralement pour des dimensions relationnelles, pour le sentiment qu'il y a quelque chose de répondre à une nécessité, qu'il y a un lien qui se fait avec le malade, etc. Et qu'aujourd'hui on leur explique que pour tel traitement il faut prendre 3 minutes, alors que pour celui-ci il en faut 8, mais sauf que dans cette chambre-là il fallait passer plutôt 15 minutes. Par contre dans l'autre on va aller très très vite, parce que finalement il n'y a pas besoin de... Et quand on note toute la dimension qualitative de ces métiers, ben voilà, ce qu'on produit, c'est des déceptions extrêmement fortes, au point que l'épuisement, c'est être attaché à quelque chose qu'on n'a pas complètement envie d'abandonner, parce que évidemment la fuite, elle est aussi problématique, elle est dure en fait, et elle n'est pas, d'ailleurs politiquement elle est problématique, et en même temps être tenu systématiquement de s'accommoder avec l'inacceptable en fait pour nous. Juste, voilà, le lien, c'est que s'il y a une urgence dans le travail culturel, intellectuel, général, c'est de dépathologiser, de dépsychologiser, de démédicaliser. Mais de démédicaliser, il y a des gens qui sont malades pour des raisons non médicales. C'est quand même ce dont on est en train de parler. Parce que là, voilà, c'est comme si la pensée médicalisante et biologisante, là, c'est comme le numérique, a pris 20 ans, 100 ans d'avance. Elle a gagné une grande partie de la bataille. Donc si votre travail consiste à dire que la fatigue est un phénomène social avant d'être un phénomène biologique ou physique, rien n'est plus actuel. Marielle Massé, dans votre dernier texte, là, dont je parlais tout à l'heure rapidement, Parole et pollution, vous portez très attention à la question justement du langage et la question de la parole, que vous définissez comme une zone à défendre, précisément dans ce moment-là. Et je voulais vous interroger là-dessus, et je voulais juste citer juste un court texte, une petite citation d'un texte qu'a écrit récemment l'anthropologue Nastasia Martin dans la revue du Crieur, un très beau texte qui s'appelle « Dire la fragilité des mondes ». Et je la cite à la fin pour voir comment vous réagissez par rapport à ça, parce qu'il me semble qu'elle résonne par rapport à votre travail. Je la cite, bon, c'est vraiment très court. Que nous reste-t-il? La vibration du langage, le choix des mots pour faire honneur aux êtres que l'on aime, et selon la formule camusienne, se donner à la dignité des vivants. Bon, après, c'est très long, elle a un long parallèle là-dessus, mais c'est sur comment la question du langage, ce qui est important aujourd'hui dans cette question-là, vous qui êtes très attentif à la question des mots, du lien que le langage comme ça crée, ou parfois d'ailleurs ne crée pas, parce qu'il peut aussi détruire. En quoi c'est important aujourd'hui? Alors, il me semble que c'est important si l'on arrive à se dire que la parole, c'est pas seulement à propos du monde, à propos des choses, à propos des autres, mais c'est du monde. Ça verse dans le monde. Quand on parle, on met quelque chose dans le monde, comme quand on y met ses gestes, comme quand on y met sa colère, son sourire, comme quand on y bâtit quelque chose. Et je crois que ça fait partie de la responsabilité, des responsabilités qu'on a à l'égard de la santé d'un monde commun, que de faire gaffe à ce qu'on dit, à ce qu'on fait exister comme type de parole, les uns à propos des autres et entre nous et à propos du monde, et que voilà, c'est pas une région annexe
de nos milieux de vie, de nos environnements, que la manière dont on parle, la manière dont on se parle, la manière dont on parle des choses, elle compte pour les choses, elle compte pour ce monde commun. Et alors évidemment que moi j'attends beaucoup de la parole parce que c'est ma vie en fait. La parole reçue et la parole donnée en ce sens-là. Mais je crois que je ne suis pas la seule et que ça se ressent aussi fortement aujourd'hui que tout ce qui importe doit être pensé en termes environnementaux et écologiques. La parole aussi. Et il y a des manières de dire vrai qui pourtant se nouent mal à un monde commun. Il y a des manières d'avoir raison qui font taire. Il y a des... voilà, pour moi, ça m'importe, en fait. Les phrases qu'on s'envoie, comme on dit, et le type de monde qu'on soutient dans la parole qu'on exerce. Et c'est pas pour dire qu'il faut être gentil ou qu'il faut se parler gentiment, parce que le sale discours ou le discours de colère, évidemment que lui aussi, il prend soin du monde commun. Mais c'est pour dire que ça fait aussi partie de nos responsabilités écologiques et politiques que de s'armer de paroles et de considérer que parler, ça fait partie de vivre, en fait, de vivre avec les autres. On parle tous là d'attention, de soins, de paroles, de lucidité, de prise de conscience de tout ce qui nous arrive. Comment vous expliquez, ma question est peut-être un peu plus, disons, politique, entre guillemets, classique, mais peut-être mon tropisme de journaliste, mais comment expliquer que dans ce moment-là où on partage un peu tout ce sentiment-là, que l'espace politique, entre guillemets, disons, plus institutionnel, soit à ce point-là déserté par les leaders qui pourraient l'incarner. La cause écologique, pour le dire vite, la pensée progressiste aujourd'hui est complètement à la rue, d'après ce qu'on entend ici ou là. Comment expliquer ce contraste entre l'évidence documentée, sociologique d'un moment où on a besoin précisément d'une attention aux faibles, une écoute, de politique publique, évidemment très centrée sur la question de la santé, des inégalités, etc. Et en même temps, une sorte d'absence, j'allais dire, concrète dans l'espace politique lui-même. François Cusset, vous qui vous intéressez beaucoup à la politique et un peu aux militants, qu'est-ce que ça vous évoque, ce contraste-là, ce décalage que j'ai du mal à comprendre, franchement? Là aussi, c'est pas nouveau, il me semble. Enfin, c'est une affaire de longue haleine. La façon dont le personnel politique, la parole politique, enfin les élus, les représentants, ont glissé d'une mission certes tout à fait rhétorique, puisque tout ça a commencé dans des époques coloniales, dans des époques un peu inquiétantes quand même, des époques très inégales, mais qui étaient d'une mission, oui, de protection, pas seulement des santé, mais enfin des âmes par l'éducation, des liens sociaux par la sécurité, etc., à une mission qui n'est plus une mission d'ailleurs, enfin à une stricte gestion au service d'intérêts extérieurs au bloc politique autonome ou à la représentation elle-même. Ça, c'est très ancien. Enfin, c'est les 30-40 ans de vie politique mondiale, d'ailleurs, au terme desquels arrive ce moment où on s'étonne que la pandémie ne soit pas l'objet d'une parole politique responsable et à la hauteur, mais seulement d'une sorte de gestion du soin, alors même que la gestion du soin, c'est les soignants, c'est le personnel, c'est la piétaille, c'est ceux qui y donnent leur vie, c'est pas ceux qui planifient ça avec des graphiques. Donc en préparant mon bouquin, j'ai relu le chapitre de Surveiller et punir de Foucault, où il parle de la peste au Moyen-Âge, et il a cette intuition assez étonnante, à mon avis délirante, parce que je pense pas qu'elle ait attesté que le pouvoir à cette époque-là a adoré la peste. Parce que la peste, en quelque sorte, radicalisait, absolutisait le pouvoir, c'est-à-dire les décisions, aussi arbitraires qu'elles paraissent, question de vie ou de mort, vous obéissez, sinon on vous tue. Enfin, voilà. Donc d'ailleurs, il y a eu une sorte d'archéo-confinement à l'époque, qui s'appelait la Serrade, etc. Je me suis dit, est-ce qu'on peut dire pareil, je ne sais pas, là, chez nous, dans notre pauvre pays, de Macron et Castex? Non, ils ne sont pas en train de faire un coup d'État définitif et radical qui leur donnerait tout pouvoir et non, ils sont aux fraises comme ils le sont surtout. Le bloc politique, vraiment la part politique de nos vies est en décalage, et avec les désirs et avec
avec la justice sociale et avec l'état du monde, hein, écologique, psychique, etc. Et travaille à la réélection et à satisfaire des ordres et des intérêts extérieurs. Donc, pas étonnant qu'ils n'aient pas été là. J'aurais pas dû répondre aussi longuement, parce que tout ça pour dire que voilà, leur absence ne nous étonnera pas. C'est pas d'eux qu'on attend quelque chose, c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas sûr qu'en fait on a beaucoup à attendre de cette parole politique. Et j'ai l'impression, et là encore, hein, c'est pas nouveau, hein, mais c'est qu'il y a un flot de diagnostics critiques et lucides sur notre monde. Et on en parlait au tout début du débat, avec notamment toutes les analyses écologiques qui alertent, etc. Et qui finalement vont trouver dans la crise sanitaire un écho beaucoup plus important, évidemment, plutôt de ces acteurs-là qu'on a envie d'entendre de la parole. Mais c'est assez incroyable la façon dont ces paroles sont inécoutées, quoi. Je suis assez fasciné de cette capacité finalement au fond à faire comme si ces diagnostics-là, évidemment parce qu'ils remettent en cause fondamentalement les bases mêmes sur lesquelles s'appuie notre société, notre système, quoi. Mais la façon dont voilà, il y a immédiatement en fait d'un revers de main, c'est comme si ces paroles n'existaient pas vraiment. Alors évidemment après on va s'étonner qu'il y ait des turbulences qui traversent nos mouvements sociaux. On va s'étonner que les gilets jaunes en avaient un petit peu marre et s'en prenaient, étaient susceptibles en tout cas de s'adonner à ce que j'avais appelé dans un bouquin le vertige de l'émeute, quoi. Mais c'est pas si étonnant que cela, quoi. Enfin, moi je suis assez intrigué par cela, quoi. Et en même temps finalement au fond évidemment comme vous disiez à l'instant, si Emmanuel Macron et son équipe, etc., n'avaient pas affaire avec le virus, ils seraient évidemment très contents, quoi. Ça, c'est évident, quoi. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été aussi introduites et on va avoir du mal à s'en séparer. La numérisation de nos vies, par exemple. À la fois, je crois qu'on en a vu l'échec drastique. En tout cas, les étudiants, par exemple, si je prends encore le rôle pédagogique, alors le prof, à moins qu'il adore s'entendre parler ou se voir en vidéo, pour l'étudiant, c'était une expérience absolument catastrophique. Enfin, le moral, la chute du moral, on en a beaucoup parlé, mais c'était, ça montrait le caractère vide en fait de l'interaction qu'on était en train de tisser. Donc, de ce point de vue-là, je suis à peu près sûr qu'on a au moins pu expérimenter l'échec, quoi. Ce qu'on ne veut pas être du tout, quoi. Juste, parce que Marielle n'a pas eu son tour de parole, mais juste un tout petit truc, c'est qu'à l'intérieur de cette parole politique absente dont on n'attend plus rien et qui de toute façon travaille pour d'autres, oui, là on peut faire un nuancier. C'est-à-dire qu'il y a des génies nationaux plus ou moins grotesques et que là aussi le nôtre n'est pas très glorieux. C'est-à-dire qu'il y a eu cet article d'un historien, c'était à la fin du premier confinement, qui faisait une analyse sémantique et syntaxique des discours de Merkel au peuple allemand et de Macron au peuple français à l'occasion du confinement. Bah, c'était très simple, hein. Je vais pas défendre la CDU allemande, mais enfin c'est très simple. Merkel s'adressait à des adultes et Macron à des enfants. Et il y a quand même ce vieux truc, cette vieille structure jacobine, infantilisante, en particulier une fois que la politique a plus forte raison, une fois qu'elle a abandonné ses terrains sociaux, régaliens d'autrefois, elle nous parle comme à des gosses qu'il faut complimenter quand ils sont dociles, comme nous l'avons tous été, et bien sûr, avant tout, punir s'ils n'obéissaient pas, quoi. Marielle, non, tu veux pas rebondir là-dessus ? Non, enfin simplement, on sait bien qu'aux enfants, il ne faut pas mentir. Mais évidemment qu'il y a une attente de considération dans la parole politique. Et alors, cette gestion de la crise, moi, je n'oserais pas la qualifier parce que je pense que ça se construit à tâtons jusque dans les plus hautes sphères. Mais tout de même, faire la parole et considérer ceux à qui on s'adresse, ça pourrait créer d'autres forces à l'intérieur de notre espace commun, quoi. Romain, dans votre livre, vous dites à un moment en parlant de sujets fatigués, que l'impuissance crie en lui, et vous faites une citation de Georges Bataille qui est assez belle, qui disait « L'impuissance fait signe parce qu'elle est puissance de contestation ». Est-ce que, de cette manière, ça pourrait pas être un peu une sorte pour nous de ligne comme ça, d'horizon, qui pourrait nous amener peut-être à conclure ce débat-là, c'est-à-dire qu'au moins s'attacher à cette puissance-là ?
Il y a effectivement un certain nombre d'auteurs, dont Bataille et puis bien d'autres, qui ont travaillé aussi un petit peu à cette, parfois d'ailleurs, à cette exagération de la négativité, mais pour justement la retourner en quelque chose d'un peu, voilà, finalement, à force d'être à terre, on va bien finir par se redresser d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà, on peut être un peu critique par cette tentative, cette manière de faire, quoi. Mais il y a évidemment aussi cette idée que comment transformer le geste de désespoir en un geste effectivement de désir, quoi. Et je suis désolé d'insister à ce point sur cet aspect-là. Mais effectivement, en écrivant ce livre, c'est que des histoires qui sont isolées les unes des autres. C'est le récit d'une dame qui va se plaindre de sa relation conjugale, de sa famille, etc. C'est le récit de quelqu'un voilà, qui travaille à l'hôpital et ça se passe pas bien. C'est quelqu'un qui va vous raconter l'expérience d'un deuil, etc. C'est que des histoires qui sont finalement pas liées les unes avec les autres. Finalement, on s'y retrouve assez facilement dans ces histoires. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ces histoires-là, parce que cette impuissance-là, elle est ressentie et éprouvée collectivement. Elle fait lien immédiatement, c'est-à-dire que dans cette salle, en fait, on s'accorde très très rapidement pour dire que on est dans cette situation, dans cette radicale impuissance. Et à ce moment-là, je pense aussi que ça peut devenir puissance à partir du moment déjà aussi où on recommence à parler et à parler autrement. J'avais lu votre texte justement dans AOC où il y avait cette idée que je trouve très très intéressante, c'est comment parler autrement aussi du monde et entre nous. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même de nombreux sujets de conversation qui sont assez nouveaux quand même. Et c'est vrai que l'expérience partagée, l'expérience en partage, elle donne des forces. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, on évoquait le fait que le premier confinement n'avait pas été vécu de la même manière que les autres, parce que le second, il y en a eu 3, c'est ça, oui, le deuxième et le troisième, là, on est dans les troisième, c'est plus du tout les mêmes, parce que nombre de travailleurs voilà, n'ont rien changé à leur existence, si ce n'est qu'il faut rentrer, il faut faire ses courses avant 19h, etc. C'est-à-dire sont allés travailler et donc sont revenus dans une occupation physique. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de voir les métiers justement où on continue à se déplacer, on continue à prendre les métros, et puis les autres métiers où on peut faire du télétravail jusqu'à aller faire du télétravail sur les îles Canaries ou je sais pas où, etc. Évidemment, ça donnerait quelques indications aussi sur le vécu de ce confinement. Et c'est pourquoi peut-être qu'il y a aussi quelque chose de beaucoup plus désespéré, parce que cette fois-ci, c'est pas collectif, quoi. C'est-à-dire que le deuxième et le troisième confinement, ce sont des expériences qui montrent de façon encore plus éclatante l'inégalité. Parce qu'on voit bien qu'un certain nombre d'emplois qui sont absolument nécessaires à l'économie ou au fonctionnement général, là sont évidemment mobilisés. Ça fait finalement beaucoup de monde dans les rues, dans les métros et dans les... Écoutez, merci. On va s'arrêter là. Marianne Massé parlait tout à l'heure du rétrécissement de nos horizons et de ce que ça a suscité comme tristesse. Au moins, avec vous, on a un peu élargi, en tout cas, notre manière de réfléchir sur tout ça. Donc, merci infiniment à tous les trois. François Cusset, Romain Huet, Marianne Massé, merci beaucoup. Et chers amis, nous, on se retrouve plus tard, bientôt, peut-être dans une salle bourrée de monde, pleine de monde, je ne sais pas, on verra, ça dépendra de M. Jean Castex. On en saura plus bientôt. Merci infiniment, à bientôt.